Euh, donc, bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par le Haut Conseil breton pour le climat. Donc, je suis Anne-Marie Tréguier, coprésidente du Haut Conseil breton pour le climat. Pour rappeler donc le fonctionnement du webinaire, on va commencer par la présentation de notre invité. Et puis ensuite, passer à une période de questions-réponses qui ne sera pas enregistrée. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin ou alors de les poser dans le chat pour pas couper le fil de l'exposé. Donc, je vais passer la parole à Jean-Pierre Le Bourris qui va introduire le sujet et puis notre invité. Merci Anne-Marie et non, merci à Solange de venir pour ce webinaire du HCBC. Alors je vais être très rapide, je vais rappeler le parcours donc, de notre invité qui est docteur en sociologie des sciences et des techniques, économiste et un diplômé de Sciences Po Paris. D'abord une carrière de chercheur, mais euh, ensuite, une activité à l'ADEME, hein, l'Agence des transitions, selon son nouveau nom d'aujourd'hui, pendant un temps assez long, et un passage, puisqu'on va voir qu'il y a un retour à l'ADEME, et un passage également au Conseil pour le climat, donc l'équivalent national du au Conseil breton pour le climat, pendant un temps assez long. Et aujourd'hui, Solange Martin est conseillère scientifique et technique auprès de la direction exécutive de l'ADEME. Elle a également, et c'est pour ça aussi que l'on fait venir son passé, on va dire, mais toujours active de chercheuse, publié plusieurs chapitres et contributions d'ouvrages, des articles aussi, revues et économiques de finance, également dans les annales des mines, autour du sujet de la transition ou des transitions, avec une approche évidemment sociologue et d'économiste à la fois. Euh, et en particulier, alors finirai là-dessus et puis je lui laisserai la parole sur ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les approches que l'on a des effets du changement climatique ou du dérèglement climatique, une partie importante, évidemment, celle de la transformation des sociétés et de la question qui est de plus en plus présente de la justice environnementale, climatique, et donc de ce qu'est une transition juste. Justement, Solange avait commencé à réfléchir tout à fait pertinent de m'inviter. Donc, on est prêt avec beaucoup d'attention et d'intérêt à l'écouter. Je te laisse la parole avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, tu as juste oublié une toute petite chose qui doit pas être très présente, c'est que j'ai aussi un diplôme en éthique appliquée. J'ai un master de pro que j'ai fait en formation continue à un moment. Et je le rajoute parce que, en l'occurrence, pour ces questions de transition juste, c'est vrai que d'avoir les trois approches, socio, éco et philo, aide bien. Donc, j'ai pas regretté d'avoir cédé aux sirènes du retour, de la reprise d'études passé 40 ans, parce que voilà, ça me sert bien maintenant. Mais c'est pas à vous que je vais expliquer que voilà, la science et le savoir, c'est rarement en vain et ça sert toujours. Je vais partager mon écran parce que j'ai un diaporama. Hop, euh, vous allez me dire si vous voyez le dit diaporama. Il faut toujours un petit peu de temps pour que ça arrive et je vais nous rétrécir au maximum. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Super. Bien. Alors, comme tu l'as rappelé, j'avais commencé à travailler sur ce sujet-là au secrétariat du HCC, donc c'est le chapitre 4 du rapport 2020 sur la transition juste. Et puis j'ai poursuivi ces travaux à l'ADEME et ça a abouti à la publication d'un avis de l'ADEME euh, l'année dernière, début avril. Et puis par ailleurs, j'ai un petit peu continué sur sur ces choses-là. Alors, pourquoi le HCC d'une part et l'ADEME d'autre part s'intéressent à la transition juste? Bah, parce qu'il vous aura pas échappé que c'est un terme qu'on entend de plus souvent dans les discours,
Néanmoins, c'est un, on va dire pas un mot, mais une expression valise, c'est-à-dire que tout le monde peut y mettre un peu ce qu'il veut. C'est aussi une baguette magique, c'est-à-dire on se dit si la transition marche pas, c'est parce qu'elle n'est pas juste et il suffirait qu'elle soit juste et ça va marcher. Et puis au final, c'est aussi devenu, et ça, un papier académique l'a montré, une des raisons, l'injustice dont se reporteuse la transition pour légitimer l'inaction climatique. Alors là, c'en est trop, c'est pas possible. Il faut absolument, voilà, traiter un peu la question. D'une part, pour rappeler une chose toute simple, mais pas à vous, encore une fois, plutôt au grand public et aux décideurs, c'est que, il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. Les effets actuels et futurs du changement climatique, ils vont bien menacer à la fois la prospérité, le bien-être, mais aussi accroître les inégalités, les vulnérabilités au sein des pays et entre les pays. Donc, d'une certaine manière, la transition, c'est une politique économique et sociale différée dans le temps. L'injustice dont elle serait porteuse ne peut pas justifier l'inaction climatique. Alors pourquoi on en cause du coup? Eh bien parce qu'évidemment, et vous le savez aussi, on a un problème de justice intertemporelle, c'est-à-dire que la justice de maintenant, c'est pas la même que la justice pour plus tard. Entre-temps, il y a des années, voire des décennies qui se passent, enfin plutôt des années maintenant. Et puis, on a aussi des choix entre différents chemins de transition avec des impacts socio-économiques, politiques différents. Et donc, cette question, elle se pose pleinement, d'une part, en tant qu'impératif moral. On sait depuis Aristote qu'il n'y a pas de société sans justice. Et puis, pour tous ceux qui ont eu des enfants, et même pour les autres d'ailleurs, vous savez que le fait que c'est pas juste, lui, il a eu plus que moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez spontanément enraciné dans la nature humaine. Mais c'est aussi, et c'est ainsi que le présente le GIEC, un impératif pragmatique. Et c'est devenu très très clair depuis la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que si on veut conduire la transition, il faut aussi pouvoir répondre spécifiquement sur ces aspects de transition juste. Alors la difficulté, elle est liée à la notion de justice. La notion de justice, elle est plurielle. Alors là, en sociaux, c'est Boltanski et Thévenot qui ont travaillé là-dessus, donc en sociologie morale et pragmatique, pour montrer que, puis avant en philo, Michael Walzer, qu'il y a différentes sphères de justice. En gros, il y a différents registres de justification. Alors, il n'y en a pas 150 000 non plus, en gros, il y en a 6 ou 7 qu'on peut définir. Donc, manière de dire que quelque chose est bien, est mieux, est bon, est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de méta-critères qui permettent d'organiser ces différents registres, grandeur ou valeur. Au final, les questions autour de la justice, c'est toujours un débat politique sur plus ou moins éclairé d'ailleurs, plus ou moins démocratique, pour savoir si on va faire passer, par exemple, la justice sociale devant la méritocratie ou le côté euh, inaliénable du droit des animaux ou de la nature par rapport, encore une fois, à l'efficacité technique, voilà, ce genre de choses. Si on veut traiter tout ça, il faut en discuter, en débattre et puis essayer d'hierarchiser tout ça. Est-ce qu'on peut aller quand même au-delà avec la question de transition juste? Oui. Pourquoi? Parce que on a une chance qui est que cette notion est une vieille notion. Elle a 30 ans. Elle est inscrite aussi dans un certain nombre de textes internationaux. Et là, ça va nous permettre quand même d'aller donc un peu plus loin que la justice. Il faut en débattre de façon éclairée, démocratique, pour savoir ce qu'on met dedans. Alors, c'est ce que je vais vous proposer là, d'aller prendre un temps un peu conséquent pour expliquer les différentes logiques normatives qui sont au cœur de la notion de transition juste et qui sont directement orientées vers l'action publique. Et puis aussi prendre un petit temps sur l'analyse de la réalité des enjeux actuels que recouvrent ces logiques normatives. Alors, on fera un focus évidemment, hein, Dame oblige, sur l'énergie d'atténuation, la France et l'Europe plutôt,
mais ce cadre d'analyse, il est applicable aussi à l'adaptation. D'ailleurs, l'Europe maintenant essaie de développer une stratégie d'adaptation juste, donc c'est bien l'idée que ça s'applique aussi. Et puis c'est plus largement, et d'ailleurs l'origine n'est pas climatique, elle est environnementale, c'est plus largement applicable aux questions environnementales. Alors, la transition juste, ça vient d'où? Ça vient du syndicalisme américain, notamment du président des industries de chimie et de l'énergie aux États-Unis, Tony Mazzocchi, qui en 93, alors il n'utilise pas le terme véritablement de transition juste, mais c'est bien la logique après, ça a été rebaptisé transition juste, mais c'est lui qui a posé les bases de cette notion. Pour dire quoi? Pour dire les politiques environnementales, c'est très intéressant parce que ça fait de l'air pur et de l'eau propre. Mais il ne faut pas que les salariés dont l'emploi serait menacé payent pour ces biens communs qui servent à tous avec leur emploi, leur niveau de vie ou leur avenir. Et ça, c'est déjà une position révolutionnaire à l'époque parce que les syndicats, et on connaît ça aussi en France, hein, enfin, on a connu en tout cas, pouvaient être opposés à toute régulation environnementale au motif que ce serait incompatible avec l'activité. Donc rejoindre aussi des positions patronales sur le sujet. Là, ce qu'il dit, c'est non, ok, oui, l'intérêt général, c'est important, mais attention, je demande la création d'un super fonds pour de reconversion pour les salariés qui seraient impactés. Alors en l'occurrence, peu après, Superfonds, ça a été retraduit par Transition Juste sous comment dire, sous l'impulsion notamment des environnementalistes avec qui il parlait à l'époque. Peut-être qu'effectivement Superfonds aux États-Unis, c'était pas très vendeur, Transition Juste. Voilà, c'est plus intéressant. Alors, j'essaie d'enlever le petit. Est-ce que je peux arriver à enlever le petit truc en haut là, si je dis OK. Hop, et je me descends. Voilà. Alors, on va cacher la dame et le bloc-marque du ministère, c'est pas grave. Donc, la transition juste, la première chose que ça dit, et ça c'est très différent aussi de l'approche en termes de développement durable, c'est que c'est d'abord une transition. Donc le développement durable, c'est une super notion. Le seul problème, c'est que ça fait pas de hiérarchisation entre les différents piliers, alors que transition juste, c'est bien, on est dans le cadre de la transition. Alors, c'est donc accompagner la décarbonation et ou l'arrêt des activités brunes et vertes et puis développer ou arrêter les activités brunes et puis développer les activités vertes. Parce que les syndicats, non seulement aux États-Unis, mais après au Canada et puis à l'échelle internationale et puis à l'échelle européenne aussi, via les confédérations internationales, euh, sont très vite passés d'une posture uniquement défensive sur l'emploi qu'il fallait reconvertir à une posture un peu plus offensive qui est de maximiser d'une certaine manière le nombre et la qualité des emplois verts. Et ça, c'est très clairement inscrit aussi dans le rapport de 2015 de l'Organisation internationale du travail sur les guidelines pour une transition juste. Et puis, du monde syndical, cette notion, elle a intégré le monde environnemental et climatique, et notamment via les COP. Alors, elle est inscrite au préambule de l'accord de Paris de 2015, mais elle est aussi inscrite et elle a fait l'objet d'une déclaration spécifique à la COP 24 en Pologne en 2018, qui s'appelle la déclaration de Silésie, qui est très importante parce qu'elle élargit la préoccupation originelle sur l'emploi au secteur villes et territoires très dépendants des fossiles. Alors, je rappelle, Silésie, c'est en Pologne. La Pologne, ils sont très dépendants du charbon. Et en l'occurrence, c'est bien cette logique-là qui est implémentée à l'heure actuelle dans le mécanisme européen de transition juste. C'est aussi ce que fait l'ADEME en payant, en octroyant des aides à la décarbonation de l'industrie. C'est aussi donc accompagner et ou écologiser les actifs matériels et donc financiers bruns hérités du passé, et puis développer de nouveaux actifs verts. En règle générale, cette dimension historique-là, qui est très présente à l'international, est peu présente dans les discours nationaux parce que en France, on a un petit tropisme quand on pense transition juste à aller directement sur les questions de justice sociale qui sont inclus, mais qui ne sont pas l'origine de cette notion. Alors, évidemment, si on reste que sur du brun vert,
on voit qu'on ne peut pas être complètement juste, et ça l'OIT l'a noté rapidement aussi, parce que les politiques climatiques, eh ben, elles ont un impact sur l'ensemble des activités économiques et des pratiques sociales, et puis elles ont surtout des impacts différenciés selon les acteurs économiques, les territoires et les groupes sociaux. Et donc, il faut changer de logique et ne pas regarder qui est aimé ou qui est vertueux, mais plutôt regarder ceux qui sont vulnérables aux politiques climatiques. Et ça, c'est un petit peu différent. C'est la logique de la stratégie nationale bas carbone 2020 qui avait une orientation spécifique sur la transition juste. Ça sera aussi la logique du futur Fonds social européen pour le climat qui doit se mettre en place en 2026 dans l'optique de l'élargissement du marché de quotas au secteur du transport et du bâtiment. Et là, il s'agit d'aider les ménages précaires, vulnérables et les micro-entreprises également précaires et vulnérables. Donc là, on demande d'autres choses qui sont de prendre, enfin, qui est de prendre en compte la pauvreté, donc les situations de précarité, mais aussi les questions d'appauvrissement différencié donc des groupes sociaux et des secteurs et des types d'entreprises surtout. Et puis prendre en compte aussi les discriminations indirectes territoriales et sociodémographiques. On dit alors, pourquoi cette histoire de discrimination indirecte? Ben parce que les problèmes posés potentiellement par les mesures, les politiques climatiques ne sont pas que dus aux revenus, à des questions économiques, mais aussi à des questions territoriales, mais aussi par exemple à des questions de genre. Donc on sait par exemple que si on réduit les trottoirs pour faire des pistes cyclables, et ben ça va embêter les femmes qui sont celles qui utilisent le plus les trottoirs avec des poussettes et des caddies de course. Si on supprime des ascenseurs pour nudger le fait que ce soit plus rapide de prendre les escaliers que l'ascenseur, ben on va embêter les handicapés, les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. Donc, il y a aussi d'autres sources d'inégalité et d'injustice que uniquement économiques et de revenus. Alors là, on se dit, on est juste quand on a fait tout ça. Eh bien non, toujours pas encore, parce que les inégalités, elles affectent également la capacité à faire valoir son point de vue et ses intérêts dans la prise de décision. Donc, il faut rajouter une dimension transversale à ces trois dimensions de la transition juste, qui est de faire en sorte qu'elle soit assurée de la façon la plus démocratique possible. Donc impliquer les parties prenantes, y compris les citoyens, mais pas que, aussi les corps intermédiaires. Hein. Je rappelle que ça vient du syndicalisme, donc le dialogue social, c'est pas une question secondaire pour eux. Et donc, il faut faire ça dans l'élaboration des politiques publiques qui visent la logique 1, la 2 et la 3, et ce, à toutes les échelles territoriales. Et on voit bien que quand on fait ça, eh bien, on élargit la réflexion à l'ensemble de l'économie et de la société. Et ça nous rappelle que la transition n'est pas qu'une transition climatique, enfin écologique, environnementale, c'est des transitions économiques, politiques et sociales. Alors, une fois qu'on a mis le cadre conceptuel et normatif, si on regarde les enjeux et quelles solutions on pourrait éventuellement envisager. Alors là, je vais le faire dans le sens inverse. Je vais commencer, et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Je vais commencer par les enjeux de transition juste en termes de démocratie. Alors, il faut savoir qu'il y a des vraies attentes hein, quand même. L'ADEME notamment conduit la plus vieille enquête d'opinion sur les représentations sociales du changement climatique et on pose alors depuis 2014 une question qui est si des changements radicaux de mode de vie étaient indispensables, à quelles conditions les accepteriez-vous? Et en l'occurrence, alors il y a plusieurs réponses pour ça, il y a deux réponses, c'est pour ça que le total est supérieur à ça. La première réponse, condition, c'est que les efforts soient répartis de façon équitable entre tous les membres de la société. Mais la deuxième, c'est qu'on veut avoir son mot à dire et que ce soit décidé démocratiquement. Donc, c'est à 45% derrière le 66% pour la condition d'équité. Et puis, il y a aussi des attentes côté syndical et aussi en France maintenant. Alors, je cite la CFDT parce qu'ils sont très avancés là-dessus, mais ça intéresse évidemment les autres syndicats.
Mais eux, en l'occurrence, ils ont fait des travaux dont on va parler un petit slide après, dans 2 slides. Et par ailleurs, ils ont un référent transition juste dans chaque fédération, donc ils sont vraiment emparés de ce sujet. Alors, les défis actuels, ils sont pas simples, hein, ils sont pas propres à la conduite de la transition, ils sont qu'effectivement se développent, et vous le savez bien, les fake news, que la distinction entre vérité et erreur, elle est de plus en plus compliquée à établir socialement, on va dire. Voilà, c'est pas simple. Alors nous, scientifiques, on sait comment on arrive à s'orienter dans tout ça, mais pour le grand public, c'est pas évident. Et puis, c'est d'autant moins évident qu'on a des niveaux de défiance envers les institutions, alors politiques surtout, des scientifiques ont encore plutôt la cote, les services publics aussi, mais les institutions politiques font l'objet d'un niveau de défiance et des moyens de communication aussi importants. Donc, comment on fait pour renouer un dialogue citoyen et arriver à dépasser aussi les conflits de valeurs pour de temps en temps s'orienter en fonction de faits établis et les accepter comme tels? Alors, j'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir d'être experte membre du groupe d'appui à la Convention citoyenne pour le climat. Je dois dire que j'étais assez circonspecte au début, mais au final, j'en suis ressortie relativement convaincue sur la capacité du dispositif de permettre une vraie représentativité des gens qui débattent. Bon, alors après, dans un groupe, il y a toujours des gens qui sont plus à l'aise à l'oral que d'autres, etc. Mais si on a une bonne animation, ma foi, on a vraiment tout le monde, avec un biais qui, effectivement, c'est des gens qui ont accepté de participer, mais quand même. Et ça permet de sortir de la critique de la démocratie participative comme encore moins représentative, c'est-à-dire encore plus élitiste que la démocratie représentative. En gros, il y a encore les gens qui participent aux réunions publiques sont moins nombreux et encore plus les mêmes que ceux qui votent. Donc, si on veut vraiment avoir quelque chose qui aille récupérer des gens qui sont hors du politique pour poser politiquement un certain nombre de questions, ce type de dispositif est intéressant à condition d'une part que les gens soient indemnisés, parce que c'est un travail pour le collectif, c'est du temps, et donc ça mérite indemnisation. Et aussi, alors c'était peut-être pas complètement le cas dans la CCC, qui est une redevabilité du politique en termes de motivation des décisions contraires à la vie des citoyens. Donc, sous ces différentes conditions-là, ça peut être un moyen intéressant à explorer. Il faut aussi évidemment réactiver le dialogue social avec les corps intermédiaires et de remettre les syndicats au cœur, notamment de la conduite de la transition, alors via l'évolution de la législation, qui était d'ailleurs une des premières recommandations du HCC, de faire en sorte que dans les CSE, les questions de transition soient débattues avec les syndicats. C'est peut-être un moyen aussi de renouer avec on va dire, une écologie un peu plus populaire qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et puis, eh ben, tout ça, ça dépend aussi du niveau d'éducation, de transparence sur l'éthique, et puis d'éthique scientifique, et au final également un petit peu de cohésion sociale. Alors, et là, c'est évidemment un peu le serpent qui se mord la queue, évidemment. Alors, si on regarde les enjeux en termes de différence de vulnérabilité, il faut bien, là peut-être il y a quelque chose qui vous a choqué dans la diapo sur les logiques normatives, qui est on a mis, enfin, ne pas aggraver, entre parenthèses, voire même réduire les inégalités, les vulnérabilités. Alors pourquoi? Parce que il faut se rappeler d'une part que les liens entre inégalité et justice sont complexes, ils sont pas évidents. Donc, on le sait aussi depuis Aristote que si vous avez une égalité de traitement, ben, elle est injuste si elle s'applique à des objets inégaux. Que par ailleurs, et ça aussi Tocqueville a beaucoup travaillé sur cette question-là, les écarts et les inégalités sont parfois considérés comme justes. Donc voilà, si on a tous pareil, mais qu'il y en a qui ont fait plus et qui ont produit plus d'efforts, ils vont considérer que c'est injuste au final. Que pour finir, on sait qu'il y a des synergies qui sont parfois positives entre la réduction des inégalités et la réduction des émissions, mais c'est pas complètement simple non plus. Donc, si vous prenez la richesse mondiale et que vous la répartissez
de façon égalitaire, vous augmentez les émissions. En revanche, si vous prenez aux plus riches et que vous utilisez cet argent pour faire des infrastructures bas carbone qui profitent à tous, là, vous réduisez les émissions. Mais le lien entre réduction des inégalités et réduction des émissions, il est conditionné à un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas le mettre comme ça de but en blanc, outre qu'il laisse aussi comment dire, le terrain libre à certains pour comment dire délégitimer la transition sous prétexte qu'on serait des pastèques et que donc ça incorporerait un programme de gauche alors que il n'est pas forcément majoritaire dans l'opinion. En revanche, ça c'est vrai pour l'atténuation, mais pour l'adaptation, là, le GIEC est très clair. Il y a une synergie qui est, et puis pas que le GIEC, hein, enfin le GIEC c'est aussi l'ensemble de la littérature mondiale. Donc c'est vrai que quand on dit le GIEC, on dit tout le monde en fait. Enfin la communauté scientifique. Les synergies sont à peu près toujours positives entre réduction des inégalités et résilience aux effets actuels et futurs du changement climatique. Donc ça, c'est quand même un moyen de rattacher de manière scientifiquement fondée l'équivalence entre réduction des inégalités et transition, mais du point de vue de l'adaptation. Alors, ça veut dire quoi en revanche si on veut ne pas accroître? Alors, pourquoi à minima ne pas accroître? Bon, à minima, d'un point de vue pragmatique, parce qu'on ne veut pas générer des oppositions sans forcément que la transition ait tout à résoudre des problèmes d'inégalité, de chômage, etc. Euh, pourquoi aussi c'est d'un point de vue pragmatique important? Parce que notamment une enquête d'opinion qui a fait l'objet d'une note du CAE sur l'ensemble des pays de l'OCDE a montré que les trois critères d'acceptation des politiques publiques étaient d'une part leur efficacité, d'autre part ce que ça produisait pour soi-même, et puis pour finir, ce que ça faisait aux plus démunis. Donc il semblerait quand même que ce soit quelque chose auquel les gens soient attachés sur qu'est-ce que ça produit sur les plus démunis. Alors ça veut dire donc maintenir un niveau de vie décent, lutter contre la pauvreté et la précarité énergétique. En l'occurrence, l'ADEME préside l'Observatoire national de la précarité énergétique et donc on a des chiffres tout à fait récents et bien établi. Et vous avez 3,2 millions donc, de ménages qui appartiennent aux trois premiers déciles et qui sont en situation de précarité énergétique au sens où ils dépensent plus de 8% de leur budget dans des factures énergétiques. Donc ça fait 10,8% des ménages français. Il ne s'agirait pas qu'il y en ait plus. Mais il faut aussi contrôler les effets distributifs sur la population et le tissu économique des politiques climatiques, notamment par exemple d'une taxe carbone. On sait que en valeur absolue, c'est les plus aisés qui vont dépenser plus parce qu'ils consomment plus, mais en valeur relative du budget, ça va beaucoup plus peser sur les plus pauvres et ça va être comment dire, en concurrence avec d'autres besoins essentiels de l'ordre de se soigner, se nourrir, avoir peut-être un ou deux loisirs aussi, etc. Et puis, ça va plus toucher les périphéries et les territoires ruraux qui n'ont pas un accès au transport en commun. Et puis, ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être discriminatoires en termes de genre ou d'âge. Donc, il faut, et ça a été noté également dans la note de travail du SGPE sur la transition juste, avoir une proportionnalité et une progressivité en fonction des capacités réelles sur l'ensemble du spectre social. Donc, éviter les pressions excessives sur certaines catégories de la population ou d'entreprises. Et puis, sur la question des très riches, qui est dans le débat public, l'idée est peut-être un petit peu moins de réduire les émissions, parce que même s'ils émettent beaucoup, ils sont quand même pas si nombreux que ça, et donc, au final, pèsent peu dans l'ensemble des émissions. Mais en revanche, en termes d'exemplarité, et donc d'acceptation des efforts également pour d'autres qu'eux et d'évolution des normes sociales, ils ont un rôle très important et bien au-delà, évidemment, du volume de leurs émissions propres. Alors, maintenant, en termes d'emploi, quels sont les enjeux? Les scénarios de l'ADEME à 2050 montrent que sur l'emploi, en gros, à part le premier
scénario où on active de façon massive et rapide le levier de la sobriété, tous les scénarios de transition sont positifs sur l'emploi par rapport au tendanciel. Il y a que donc le S1 qui fait un peu moins bien, mais cela dit, il y a quand même des créations d'emplois au final. Ça ne détruit pas des emplois, c'est par rapport au tendanciel. Le SGPE avait montré que ça fait 150 000 emplois créés en 2030, mais ça c'est une moyenne et il y en a quand même 250 000 qui sont détruits. Donc évidemment, il y a des contrastes entre secteurs et régions. Donc la CFDT avec la Fondation pour la nature et l'homme avait fait un exercice prospectif sur les conséquences en termes d'emploi, notamment dans l'industrie automobile, la filière moteur. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 10 000 emplois qui seraient perdus entre 2021 et 2026. Donc, ça a été publié en 2021, ce rapport. Mais c'est à mettre en regard des 100 000 emplois qu'on a perdus en 10 ans pour cause de désindustrialisation et des 100 000 emplois qui seraient également perdus à l'avenir, dans la décennie à venir, pour les mêmes raisons. Et ça, Tony Mazzocchi l'avait déjà montré à l'époque. Les Américains qui perdaient leur emploi pour des raisons de régulation environnementale, ils étaient 2000 par an contre 1 million d'Américains pour d'autres raisons. Donc ça reste quand même l'épaisseur du trait, mais c'est important de l'avoir, enfin de le traiter. Néanmoins, il ne faut pas diaboliser la transition et pas l'enchanter non plus. Ça ne va pas faire énormément d'emplois créés, ça ne va pas faire non plus énormément d'emplois perdus. Les volumes sont plus du côté des emplois sociaux, évidemment. Et puis, en termes de destruction d'emplois, ben, ça va plus être l'intelligence artificielle et la désindustrialisation que la transition. En revanche, on a un autre enjeu. Rappelons-nous, il n'y a pas qu'une question défensive, il y a aussi une question un peu plus offensive de maximiser l'emploi au sein de la transition. Et là, eh ben, on sait qu'il nous manque des emplois. Alors, parce que par rapport à la trajectoire qu'on s'était fixée, donc c'est le chiffre des 18 000 ETP en 2022 qui manquait. Euh, Plus précisément, sur la question bâtiment, là, on sait qu'on a voilà, des manques importants liés notamment aux compétences. Et pourtant, il y aurait 170 000 à 250 000 emplois à créer dans ce secteur. Mais ça, c'est si on fait la transition. Alors, on peut se dire, oui, mais d'ores et déjà, est-ce que c'est déjà le cas? Oui, en 2020, donc l'Observatoire national sur les emplois de l'économie verte montrait que plus de la moitié des emplois étaient déjà confrontés à des difficultés de recrutement en 2020. Donc, on a un enjeu important qui est de faire coïncider les compétences avec enfin, les emplois, les compétences avec les besoins de la transition pour ne pas la freiner. Mais donc rappelons que c'est de faibles volumes et qu'il ne faut pas ni diaboliser ni enchanter la transition sur les questions d'emploi, mais néanmoins bien les avoir en tête et les traiter pour éviter, encore une fois, de créer des oppositions et voilà, que personne ne soit fâché avec la transition pour des raisons professionnelles. Alors maintenant, si on regarde les enjeux de la transition juste en termes d'actifs 1, 2, 3, 4, physiques et financiers. Donc rappelons que c'est clairement inscrit dans la déclaration de Silésie, qui d'ailleurs, le Fonds de transition juste au niveau européen, peut payer des aides pour que des centrales thermiques au charbon en Pologne, qui étaient très émettrices parce que très obsolètes, deviennent beaucoup plus performantes à vecteur énergétique inchangé, parce que ça permet de maintenir quand même beaucoup d'emplois et d'abattre quand même beaucoup de tonnes de CO2. Donc cette inquiétude, en tout cas, autour des enjeux de capitaux, d'actifs physiques et financiers, elle est aussi venue des syndicats, encore une fois à l'international, parce que si les fonds de pension se cassent les lunettes, ils ont plus de retraite. Et puis, il y a aussi une question de participation des salariés aux bénéfices des entreprises. Mais cette inquiétude, elle est surtout venue des milieux financiers concernant la dépréciation financière possible des actifs liés notamment aux réserves de combustibles fossiles. Alors, pour comprendre tout ça, c'est Carbon Tracker qui a fait un rapport en 2011
En fait, il faut avoir en tête que dans le cours des boursiers des entreprises, mais aussi dans l'établissement de la note des emplois, des pays pour emprunter de l'argent sur les marchés internationaux, pays qui fonctionnent un peu comme des entreprises d'énergie, euh, par exemple le Venezuela ou les Émirats arabes unis, euh, eh bien, les réserves fossiles dont ils disposent est intégrée dans l'évaluation de leur valeur. Et donc, Carbon Tracker, en 2011, ils ont regardé combien il y avait de réserves qui étaient donc valorisées boursièrement, et puis combien on avait le droit de brûler de ces réserves pour rester à 2 degrés en se basant sur le budget carbone du GIEC. Et ils sont arrivés à la conclusion que bah, c'était 80% des réserves valorisées qu'il ne fallait pas brûler, ça fait beaucoup quand même. Et derrière, donc John Fullerton, qui est aussi un spécialiste anglo-saxon de la finance, a essayé de voir combien ça faisait en gros en termes sonnants et trébuchants, et il est arrivé à 20 000 milliards de dollars. Alors le PIB mondial, c'est 100 000 milliards de dollars, donc c'est pas complètement impossible hein, non plus, mais c'est pas complètement, là on n'est plus dans l'épaisseur du trait. Alors on a un chiffre, un chiffre plus récent qui est sorti très récemment, donc cette année, du Forum de l'investissement responsable au Royaume-Uni avec l'université d'Exeter, et qui arrive alors, on a, voilà, c'est un facteur 10 inférieur, on est content, à 2800 milliards de dollars d'actifs échoués au niveau mondial d'ici 2040. Donc c'est quand même mieux, mais ça reste aussi quelque chose d'assez impactant, on va dire, pour les systèmes économiques à l'échelle mondiale. Alors, c'est des coûts importants, ça se rajoute aux coûts d'investissement, ces coûts de dépréciation, on va dire, d'actifs échoués. Les coûts de financement, c'est 34 milliards d'euros, le rapport Pisani-Ferry, par an d'ici 2030, d'investissement public auquel il faut rajouter 66. Il faut rajouter une petite trentaine pour arriver à 66 milliards avec l'investissement privé. Pour les finances publiques, il faut aussi rajouter les chiffres du Trésor qui sont 13 milliards d'euros de recettes annuelles perdues en 2030 et 30 en 2050 si on passe aux voitures électriques, parce que bah, taxe sur les carburants, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, peut-être la seule, enfin, la principale question, elle est moins celle des gilets jaunes que de savoir qui paye et comment de façon juste, car on voit bien que les montants financiers de la transition, voilà, ils sont importants. Alors, quelles recommandations, et j'ai bientôt fini pour l'action publique, bah déjà, donc, avoir bien en tête les différentes logiques de la transition juste. C'est une transition, pour commencer, qui accompagne les activités brunes et vertes, qui tiennent compte des vulnérabilités et qui soient décidées démocratiquement par toutes les parties prenantes d'un territoire. L'ADEME, via cette analyse-là, ne dit rien sur les choix au final qui seront faits. C'est juste le cadre du débat public, mais qui va un peu plus loin que voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc, pour le dire encore plus simplement, c'est poser démocratiquement la question de la solidarité avec les perdants de la transition, parce que oui, il y a des perdants de la transition, il y en a qui vont perdre plus longtemps, plus vite, et puis comment on répartit les gains de cette même transition de façon équitable. Alors, dans ce cadre-là, on sait aussi que la transition juste, elle peut contribuer à l'emploi, à la croissance, à la compétitivité, à la cohésion sociale, au lien, enfin, au dialogue démocratique, à la vitalité démocratique, mais que pour tout ça, c'est pas qu'une question d'acteurs de l'environnement, c'est bien un ensemble de politiques publiques, économiques, commerciales, sociales, qui va permettre à cette transition de déployer tout son potentiel. Et puis, last but not least, la transition juste, elle joue un rôle réel, mais non prédominant dans toutes ses dimensions, qui sont quand même déterminées par d'autres processus, dont elle peut parfois être le bouc émissaire. Par exemple, récemment, la part des Français qui sont payés au SMIC est passée de 12 à 17,5%. Autant vous dire que ceux qui sont maintenant au SMIC ne sont pas du tout contents, encore une fois, cette question d'écart. Ils sont pincés vers le bas.
Et ça, c'est pas en raison de la transition. Donc, l'enjeu actuel, il est effectivement que la transition ne soit pas rejetée parce qu'elle serait la goutte d'eau qui fait déborder un vase rempli par ailleurs par bien d'autres évolutions sociales, économiques et politiques, voire géostratégiques. Voilà, j'en ai fini. Je vais arrêter de partager mon écran et je suis à votre disposition